Ferrand vous invite au cœur de l'histoire sur Europe 1. Aujourd'hui, Franck Ferrand a décidé de vous faire rêver à travers l'histoire, mais également à travers le voyage, car nous retrouvons Franck sur son bateau grâce à la croisière Europe 1, une croisière d'exception. Bonjour Franck. Bonjour Anissa, bonjour à tous, bienvenue sur le Danube à bord du MS Vivaldi pour la croisière Europe 1 au cœur de l'histoire. Nous sommes partis de Vienne, figurez-vous, et Vienne sera d'ailleurs notre port d'arrivée et pendant la semaine, nous explorons l'Autriche, la Slovaquie, la Hongrie depuis les rives du fleuve imposant. Aujourd'hui donc, Budapest, où nous faisons cette émission, devant les auditeurs fidélissimes d'Au cœur de l'histoire et qui vont se faire entendre. Voyez qu'ils sont venus nombreux à cette croisière. Je vous propose un petit bond d'un siècle en arrière. Imaginez que nous sommes ici même, à Budapest, pour le 5e congrès international de psychanalyse, qui s'ouvre ici, le 28 septembre 1918, sous la présidence du médecin allemand Karl Abraham. Parmi les psychanalystes venus au congrès, le Hongrois Sándor Ferenczi. Grâce à lui, on peut dire de Budapest qu'elle est devenue l'un des centres de la psychanalyse mondiale. C'est même de là que tout va partir ou repartir. Invité d'honneur à ce congrès, l'homme à qui Ferenczi doit beaucoup de choses. Il a fait le déplacement, il a une 60aine d'années, barbe courte, blanche, extrêmement soignée, il porte un costume impeccable, il fume cigarette sur cigarette. Il s'agit de Sigmund Freud, je vais l'appeler Freud si vous voulez bien, comme tout le monde. Freud est le maître de Ferenczi, le thème du traitement psychanalytique des névrosés de guerre ne l'intéresse pas vraiment, ce n'est pas son grand sujet, mais il écoute néanmoins avec attention le discours d'un de ses anciens disciples et on peut dire sans doute qu'il est fier de constater que ses recherches ont fait des émules et ont révolutionné la science. C'est lui que nous allons suivre aujourd'hui. C'est lui dont nous allons parler sur ce bateau depuis Budapest. Nous consacrons l'émission à Freud. Je regardais l'autre jour un talk-show à la télévision, il était question de stars de notre époque, et toutes les minutes, j'entendais les mots refoulés, Oedipe, acte manqué, complexe, subconscient, mais ça, on entendait ça, mais à tour de bras. Et je me suis dit, mais si Freud pouvait entendre ça, si cet homme qui, en son temps, a eu tant de mal à faire admettre ses conceptions, pouvait constater qu'un siècle plus tard, ces théories psychologiques sont devenues des références tout à fait universelles, pour ne pas dire même un peu commune. Je ne pense pas qu'il y ait tellement de découvreurs, au moins dans l'histoire récente, qui aient à ce point changé l'image que l'humanité a pu se faire d'elle-même. C'est que Sigmund Freud fait partie de ces rares génies qui ont ouvert à leurs contemporains des horizons complètement neufs, entièrement vierges. On peut dire d'une certaine manière qu'il y avait un avant Freud et qu'il y a un après Freud et véritablement le monde a basculé sous cette influence. Alors, vous vouliez savoir ce qui m'a donné envie de parler ici à Budapest de ce médecin viennois. Eh bien, je crois qu'on peut dire que c'est ça. C'est son invraisemblable postérité. Et ce n'est pas mon invité aujourd'hui, Marc Menant, qui me dira le contraire. Il nous a fait hier sur le bateau une conférence qui montrait à quel point Freud faisait d'une certaine manière partie de notre vie aujourd'hui. Alors, j'ai parlé d'un médecin viennois, comme toujours. Le lieu, l'époque sont déterminants. C'est pas un hasard si nous sommes à Vienne un petit peu avant 1900, à l'époque de la sécession dans les arts, dans cette Vienne intuitive et antiquisante de Klimt, d'Olbricht, de Hoffmann. C'est au cœur de cet empire austro-hongrois politiquement décadent, mais tellement brillant sur un plan intellectuel, que l'humanité moderne va s'intéresser de près aux secrets de la psyché. Et on peut dire que le grand homme de cette grande aventure, c'est Freud. Alors, contrairement à ce qu'on dit parfois, il faut savoir que Freud n'est pas né du tout dans la grande bourgeoisie viennoise. Sigismond, c'est son vrai prénom, était né en 1856, en Moravie, à Freiberg, ce qui est aujourd'hui donc la République tchèque. Son père était un négociant juif d'assez petite envergure, c'est un brave homme. Il faut imaginer la crise du textile qui, aggravée par une flambée d'antisémitisme, a poussé dans l'exode avec sa deuxième femme, cet homme. Sa deuxième femme, c'est Amalia. Elle a 17 ans de moins que lui et leurs enfants, dont le petit Sigismond, qui à l'époque a 4 ans, vont les suivre. Il a
2 demi-frères. Il est l'aîné des 8 enfants de ce second lit, le petit Sigismond qu'on appelle Ziggy dans la famille. Alors je ne vais pas vous raconter toute l'enfance de Freud, hein, ce serait un comble de soumettre cet homme-là à une psychanalyse sauvage, mais je voudrais souligner 2 aspects que lui-même a jugé bon de commenter et qui en effet ont dû être déterminants dans sa destinée. D'abord l'histoire. Il dit que son père lui a raconté qu'étant jeune, il se promène avec un bonnet de fourrure, il marche dans la rue et il y a un homme qui lui dit « Descends, descends du trottoir, sale juif !» Or, le petit Zygmunt demande, enfin il ne s'appelle pas encore Zygmunt, il s'appelle Sigismond pour l'instant, demande à son père comment il a réagi à cette insulte. Et le père est bien obligé de reconnaître qu'il n'a pas réagi. « J'ai ramassé mon bonnet », dit-il. Et ça, c'est une fêlure, ça, c'est une sorte de blessure terrible qu'on retrouvera dans tout le cours de la vie de Freud. Et puis, cette fascination qu'a le petit garçon pour le personnage d'Hannibal, un sémite, dit-il, qui seul marche sur Rome. Et il ajoute « Hannibal et Rome symbolisaient à mes yeux d'enfant la ténacité juive, pour Hannibal, et l'organisation catholique, évidemment, pour Rome. » Le moyen de s'élever dans la société, naturellement, pour le jeune Freud, qui va donc se faire appeler Zygmunt à partir de l'âge de 22 ans, parce que ça fait plus allemand, plus autrichien, cette ascension sociale dont il rêve, tout ça passe par des études, bien sûr. Et il va suivre des études de médecine sans grand enthousiasme. D'ailleurs, il lui faudra 3 ans de plus que la normale pour obtenir son doctorat. L'orientation qu'il choisit révèle tout de suite où vont ses penchants et plutôt que l'exercice pratique de la médecine, il préfère la recherche théorique. Il fait son doctorat sous la direction du professeur Brücke qui étudie le système nerveux à travers des expériences. Alors là, tenez-vous bien, des expériences sur les anguilles et sur les écrevisses. On est encore assez loin de la psyché humaine là. Comment Freud passe-t-il de la théorie à la pratique ? Eh bien, grâce à l'amour, on peut le dire. En 82, il a rencontré une jeune femme ravissante, Martha Bernays, avec laquelle il se fiance, ce qui lui crée bien sûr des besoins financiers. Or, il a une grande ambition, je vous le dis, il écrit à sa fiancée « Je deviendrai un grand savant et je rentrerai à Vienne avec une grande auréole et je guérirai tous les malades nerveux incurables et je t'embrasserai jusqu'à ce que tu sois forte, gaie et heureuse. » Et ils furent heureux, ils eurent beaucoup d'enfants. C'est pas moi qui le dis, c'est lui qui écrit ça dans sa lettre. En 83, il est l'assistant du professeur Meinert, décide de se consacrer à la neurologie et c'est là qu'il rencontre son collègue Breuer qui va devenir un petit peu plus tard son complice dans les balbutiements de la psychanalyse. En attendant, ses premiers travaux sur la moelle épinière lui valent une petite bourse qui lui permet d'aller en France. Vous allez me dire pourquoi en France ? Mais parce qu'en France, il y a le plus grand maître qu'on puisse imaginer. Il y a le célèbre Charcot qui enseigne à la Salpêtrière, qui est une sorte de géant, non seulement de la science, mais de géant tout court, et qui impressionne les étudiants, notamment lors des expériences qu'à la Salpêtrière, dans le grand amphithéâtre, il mène avec des malades, des hystériques. Et ces hystériques, il les donne littéralement en spectacle. Et Freud écrit Charcot, qui est l'un des plus grands médecins et dont la raison confine au génie, est tout simplement en train de démolir toutes mes conceptions, tous mes desseins. Il écrit ça à sa fiancée. Il m'arrive de sortir de ses cours comme si je sortais de Notre-Dame, tout plein de nouvelles idées sur la perfection. Ah oui, on peut dire que lorsqu'il rentre à Vienne, Freud est convaincu de devenir un grand savant. Franck Ferrand vous conte l'histoire sur Europe 1. Vous êtes Franck Ferrand sur le Danube aujourd'hui avec la croisière Europe 1. Vous nous racontez la vie de Sigmund Freud. Nous sommes en 1886. Après un stage à Paris, il revient à Vienne, qui se trouve dans l'Empire austro-hongrois à cette époque. Quelle est la situation de cet État à ce moment-là, Franck ? L'Autriche-Hongrie est conservatrice. L'empereur d'Autriche, roi de Hongrie, c'est le célèbre Franz Joseph, François-Joseph, le mari de Sissi, qui s'appuie sur l'Église catholique, sur l'aristocratie, sur une armée quasiment omniprésente pour gouverner cet ensemble très composite de peuples et de nationalités. Alors intellectuellement, cette Vienne 1900 est une ville extrêmement brillante. Elle s'ouvre à tous les courants artistiques, notamment celui de la sécession. Et ses représentants les plus célèbres, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est Olbricht, c'est Hoffmann, c'est Klimt. Alors, à Vienne, justement, après avoir épousé enfin Martha, Freud soigne les malades des nerfs avec des méthodes qu'il a donc apprises chez Charcot, mais aussi à Nancy, puisque en rentrant en 89, il s'est arrêté chez le professeur Bernheim. Ces méthodes sont nouvelles, la suggestion, l'hypnose,
l'électricité, les douches froides, le bromure, enfin tout ce qui accompagne à l'époque le traitement psychologique. La cocaïne aussi, dont il va faire un usage très personnel. Il s'attaque à un certain nombre de cas difficiles et notamment aux névroses de plusieurs patientes, dont le moins qu'on puisse dire est qu'elles sont perturbées. Et c'est là que son collègue Breuer va travailler avec lui. Freud est installé dans son appartement au numéro 19 de la Berggasse à Vienne, qui est tout près du palais Liechtenstein à Vienne, on est dans le nord de la capitale. Il loue un second appartement au rez-de-chaussée pour y aménager un bureau rempli de masques, de statuettes, de toutes sortes d'objets qu'il va chiner chez les antiquaires plusieurs fois par semaine. Et puis bien sûr, ce fameux lit très court, qu'on va bientôt appeler le divan, qui est couvert d'un tapis de Shiraz avec des coussins. Freud reçoit là des patients de 8h du matin à midi et de 15h à 21h tous les jours. Ensuite, vous vous dites, ensuite il se repose, il dort. Non. Ensuite, il écrit. Il écrit jusqu'à 1h, 2h du matin. Freud apprend néanmoins à se passer de l'hypnose. Il veut accéder le plus directement possible à l'état de veille, à l'inconscient. Il s'agit de faire parler le malade. C'est la méthode dite cathartique. Freud ne cherche plus seulement les symptômes, mais les causes. Ce sera ce qu'il appellera bientôt la psychanalyse. Je dis bientôt, le terme est pour la première fois prononcé en 1896. Et à mesure que progresse la pratique du docteur Freud, il fait des découvertes majeures. À côté de la conscience, il comprend bien qu'existe, et il en avait déjà eu plus que l'intuition lors des démonstrations du professeur Charcot, existe un inconscient qui travaille à part, qui a l'air de réfléchir tout seul hors de la volonté consciente de l'individu. Et cet inconscient est lié très largement à la sexualité. Les névroses trouvent leurs origines dans un désir sexuel éprouvé dès l'enfance, comme le montre l'interprétation par Freud du complexe d'Oedipe. Voici ce que nous dit Elisabeth Roudinesco dans son dictionnaire amoureux de la psychanalyse. Freud détourne entièrement la signification grecque de la tragédie pour transformer Oedipe en un héros coupable de désirer inconsciemment sa mère au point de vouloir tuer son père, liant ainsi la psychanalyse au destin de la famille bourgeoise moderne. Destitution du père par les fils, volonté d'une fusion avec la mère comme figure première de tous les attachements affectifs, et aussitôt, ajoute Roudinesco, il ajoute à l'Oedipe de Sophocle le personnage de Hamlet, prince chrétien mélancolique coupable de ne pas parvenir à venger son père. Oedipe est donc une figure de l'inconscient et Hamlet, la figure de la conscience. Avec Freud, le rêve devient pour la première fois un objet d'étude scientifique. Lorsqu'il rêve, l'être humain, certes, sommeille, mais son esprit travaille. Et selon Freud, ces rêves permettent, si l'on arrive à bien les analyser, permettent à comprendre, sont en quelque sorte une traduction en langage imagé des pulsions les plus profondes. En 1899, il publie L'interprétation des rêves. Et là, il affirme que le rêve est l'accomplissement d'un désir inconscient et refoulé. Ah, ça y est, les mots commencent à surgir et ce sont des mots qui vont faire école. Ce sont des concepts, car Freud est incontestablement le grand bâtisseur de concepts de ce début de XXe siècle ou de cette extrême fin du XIXe. D'un point de vue littéraire, on peut dire que l'ouvrage est également de qualité. Tout au long des 223 rêves qui illustrent les démonstrations de Freud, le lecteur découvre un monde inattendu, fait de minuscules petites vies, si vous voulez. Le symbolisme des rêves, la sexualité, dont la source du Nil, dit-il, elle est névrose. Ces conclusions révolutionnaires ne plaisent pas à tout le monde. On peut dire que dans la communauté scientifique, Freud est surtout sifflé quand il met les pieds dans un amphithéâtre d'université et qu'il a des confrères dans la salle. Ces gens-là haussent les épaules, ricanent, c'est assez terrible. Je me rappelle ce film Freud, Passion secrète, où Montgomery Clift interprète Freud et où on voit la souffrance de cet homme qui, convaincu de faire des découvertes qui pourraient bouleverser l'humanité, est en butte au scepticisme et encore au ricanement de ses contemporains. C'est Stefan Zweig qui prononcera l'éloge funèbre de Freud qui nous dit « Comment une science profonde de l'âme aurait-elle pu se développer sans droiture ni honnêteté ? Comment la clarté se serait-elle propagée quand justement ceux qui étaient appelés à répandre le savoir, les maîtres, les pasteurs, les artistes, les savants, restaient eux-mêmes ignorants et hypocrite. » Et puis, n'oubliez pas que Freud est juif par ailleurs, et qu'il a tendance à ne pas fréquenter comme il le devrait la communauté dite scientifique. Même son ami Breuer l'a abandonné.
À l'inverse, certains vont se passionner pour ces recherches et c'est ce qui nous intéresse finalement. Ils se réunissent chez Freud, ils prennent l'habitude de le faire tous les mercredis parce que chez Freud tout est militaire, tout a un jour et une heure. Entre une gorgée de café noir et des petits gâteaux maison qui ont été préparés par Martha, les disciples écoutent le savant, partagent les conceptions du maître. Alors parmi les habitués de ce qu'on appelle la société psychologique du mercredi figure un certain Sándor Ferenczi, je vous l'ai dit, ça c'est le Hongrois qui va être à l'origine de la diffusion de la psychanalyse à travers le monde, et puis l'autre grand, d'une certaine manière, Carl Gustav Jung. En 1906, pour ses 50 ans, Freud reçoit de ses disciples une médaille. Alors sur une face, elle présente son propre profil, et sur l'autre, il y a cette image d'Œdipe qui répond au Sphinx. Ça tombe pas mal. Freud retourne la médaille. Il lit l'inscription qui est tirée de l'Œdipe roi de Sophocle. Il résolut la fameuse énigme et fut un homme de très grand pouvoir. Et voilà ce que déclare Freud. Lorsque j'étais un jeune étudiant à la faculté de médecine de Vienne, j'allais souvent rêver devant les bustes des professeurs qui ornaient la cour d'honneur. J'imaginais qu'un jour mon buste serait là, au milieu des autres, quand je serais devenu le grand savant qui aurait résolu les énigmes du mystère de la vie. Et je rêvais que les hautes autorités universitaires feraient graver sur le socle de mon buste le vers de l'Œdipe roi de Sophocle. Il résolut l'énigme fameuse et fut un homme de très grand pouvoir. Coïncidence ou acte manqué? Franck Ferrand vous conte l'histoire sur Europe 1. Alors Franck Ferrand, cet après-midi, vous êtes à bord du MS Vivaldi, à bord de la croisière Europe 1, et vous avez décidé aujourd'hui de nous raconter la vie de Freud. Alors, il a 50 ans passés et ça y est, Freud devient quelqu'un. Alors oui, Anissa, dans les années 1910, disons-le, Freud est reconnu maintenant. Les réunions du mercredi sont devenues carrément la Société psychanalytique de Vienne, et bientôt il y aura des congrès internationaux de psychanalyse qui se tiennent à partir de 1908. Cette association internationale est fondée 2 ans plus tard. Ça fait plaisir à Freud parce que c'était son but de devenir le chef de file, de devenir le fondateur d'école. Il est maintenant professeur à l'université de Vienne. Il continue à publier de nombreux ouvrages. 3 essais sur la théorie sexuelle en 1905, un souvenir d'enfance de Léonard de Vinci en 1910, et puis un ouvrage qui va faire scandale, Totem et tabou. Et ça, c'est la volonté de Freud, après avoir traité de la psyché individuelle, d'essayer de s'approcher de la psyché collective. Et si, après tout, on arrivait à psychanalyser la société, vous imaginez ça? Pour autant, malgré cette notoriété, Freud reste un homme de goût et d'attitude très simple. Dites-vous que par exemple les États-Unis lui proposent $100 000 de l'époque, c'est une somme absolument vertigineuse, pour superviser un film inspiré de son histoire et de la psychanalyse. Mais il ne veut même pas en entendre parler. Il est également à l'écart des changements de son temps, et lorsqu'André Breton, il faut savoir qu'André Breton, et pour cause, est fasciné par Freud, il lui rend visite en 1921, le poète se trouve face à un homme qui ne s'intéresse ni au surréalisme, ni au mouvement dada. Il parle de la jeunesse avec Breton et en fait il prononce uniquement des banalités. Breton est stupéfait et dans Les Pas perdus en 24, Breton décrit ainsi le cabinet du docteur Freud comme peuplé, nous dit-il, je cite, d'appareils à transformer les lapins en chapeaux et le déterminisme bleu pour tout buvard. Je ne suis pas fâché d'apprendre que le plus grand psychologue de ce temps habite une maison de médiocre apparence, dans un quartier perdu de Vienne. Je me trouve en présence d'un petit vieillard sans aucune allure, qui reçoit dans son pauvre cabinet de médecin de quartier. Il a néanmoins conscience, et ça, en revanche, de ce point de vue, il est un témoin de son temps, conscience de la violence du monde telle que l'a montré l'horreur de la Première Guerre mondiale. Nous sommes tous devenus des mendiants affamés, mais vous ne m'entendrez pas me plaindre, je suis un homme debout et je ne me tiens en rien responsable des folies du monde, déclare-t-il. À cette époque, il est déjà très malade. Il faut vous dire qu'il souffre d'une sorte de tumeur à la bouche qui a pris une partie de la mâchoire. Ça lui coûte des souffrances vraiment affreuses et fulgurantes. Il porte une prothèse. Il a eu une première ablation d'un morceau du palais. Au total, il subira une 30aine d'opérations. Et l'appareil qu'il est obligé de porter le fait souffrir. Il appelle cet appareil le monstre. Il y a parmi ses enfants une fille, la petite dernière, la fille à papa, si je puis dire, qui est là, toujours autour de lui, toujours proche. Elle s'appelle Anna.
Il la surnomme son Antigone fidèle, un peu comme celle qui guidait Oedipe devenu aveugle, vous savez, et elle s'occupe de lui. Elle est un peu sa secrétaire, son assistante, son infirmière et même d'une certaine manière sa muse. Au début des années 30, le nazisme est là, qui pousse aux portes. Freud coécrit avec Albert Einstein un ouvrage qui s'intitule « Pourquoi la guerre ?» Et juste après l'arrivée de Hitler à la chancellerie du Reich en 1933, les ouvrages de celui qu'à Berlin on appelle le faux médecin juif de Vienne, voyez un petit peu, ces ouvrages vont être brûlés dans le fameux auto-da-fé. Et ça, c'est un choc, bien sûr. L'Anschluss de 1938 incite Freud à quitter Vienne. Seulement, le régime nazi ne veut pas le laisser partir. Il va falloir l'intervention personnelle du président des États-Unis et même l'intervention personnelle de Benito Mussolini pour essayer de fléchir Hitler, qui donne carrément une rançon. C'est-à-dire que Hitler dit qu'il partira s'il paye $5 000. Et c'est la princesse Georges de Grèce, beaucoup mieux connue sous son nom de baptême, puisque c'est Marie Bonaparte, une des disciples de Freud, qui va payer la somme et permettre au maître d'échapper à son destin, de partir pour Londres. Disons-le, il n'est déjà plus que l'ombre de lui-même, et ce qu'il va devoir dompter à Londres, ce à quoi il va falloir qu'il se fasse, c'est à l'idée de sa propre mort. Bonjour Marc Menant. Bonjour Franck. Merci d'être avec nous sur les flots, sur le beau Danube bleu. Vous me menez en bateau. Qui n'est pas toujours bleu d'ailleurs. Au petit public privilégié du bateau, vous avez parlé de Freud hier, et il faut dire un mot de cette mort, parce que l'arrivée de Freud à Londres, c'est l'arrivée d'un monsieur très malade. Oui, mais qui veut rester déjà dans la dignité. Il n'est pas question d'être dans la plainte. Il a autour de lui sa famille, les êtres chers, vous l'avez dit, sa fille, Anna, qui est son héritière, qui est son disciple. Anna, elle a créé une école. D'abord, elle avait suivi une formation d'institutrice. Une école pour que, très tôt, on sache ce qui se niche dans la psyché des enfants. C'est-à-dire qu'elle étend le champ d'études de son papa à ceux qui sont véritablement les plus petits. Et il faut savoir qu'elle avait des tendances homosexuelles qui se sont révélées au cours des 2 cures qu'elle a vécues avec son papa. Et elle va vivre... Des 2 cures psychologiques, oui, précisons. Bien évidemment. C'est pas des cures thermales. Non, on n'est pas à Aix-les-Bains. Alors, nous sommes avec une jeune fille qui a un peu honte de ce qu'elle aime, même si son papa lui dit « mais vis tes pulsions ». Il lui avait toujours interdit, en revanche, de se laisser séduire par les hommes. Et elle va vivre la même frustration pour entrer dans la sublimation, c'est-à-dire s'interdire le plaisir sexuel. Mais s'interdire le plaisir sexuel ne signifie pas s'interdire l'amplitude des sentiments. Elle tombe amoureuse d'une femme très riche, qui a également 4 enfants, qui va quitter son mari, et ensemble, elles vont former une petite unité où elle va élever les enfants tout en veillant sur papa. La dimension infirmière d'Anna se précise à Londres parce que son père ne peut plus vivre. D'ailleurs, on va l'accompagner dans la mort. Il y a une forme d'euthanasie de Freud. Mais ce n'est pas une forme, c'est carrément cela. Alors déjà, on ne va pas entrer dans le détail, mais c'est elle qui l'aide à remettre la prothèse. Voilà, le monstre qui véritablement torture son père. Et elle essaie d'apparaître dans une dignité afin d'encourager l'élan qui lui reste, mais élan qu'il réfute. Il sent que la douleur devient trop intenable. Il a convoqué un de ses amis en lui disant « Un jour, nous avons parlé de la mort. Et vous m'aviez juré d'accepter de m'aider à passer dans l'autre monde. » Et là, il y a toute une sédation qui va se faire tranquillement à partir de la morphine. Et Freud va quitter ce monde en légère glissade. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Avec une émission spéciale aujourd'hui, car vous avez beaucoup de chance, Franck Ferrand. On aimerait bien être à votre place. Vous êtes à bord du MS Vivaldi, des croisières d'exception pour cette croisière Europe 1. Vous êtes aux côtés de Marc Menant, qui présente Vent Positif sur CNews tous les samedis à 19h. Et vous nous parlez tous les deux de Freud. Ah oui, Anissa, je dois vous dire que nous avons beaucoup de chance. Nous sommes en public, bien sûr, puisque le public de la croisière est avec nous cet après-midi. Vous les entendez ? Ah, on les entend bien. Mais quel enthousiasme. Je vais vous dire, Anissa, dès que Marc paraît, c'est comme ça. Eh oui, à chaque fois. Ben oui. C'est un phénomène, ce garçon. Alors, nous avons accompagné Freud dans la mort. J'aimerais bien qu'on l'accompagne surtout dans la vie maintenant. Alors, ne revenons peut-être pas sur son enfance, quoique, parce qu'il nous dit lui-même que tout est dans l'enfance, finalement. Bien évidemment, c'est pour ça. À mon sens, il faut toujours passer par ce cap essentiel. Alors, les complexes, le refoulement, enfin tout ce qu'on connaît. Un papa de fragilité. Un papa qui, tout de suite, parce que maman, Madame Freud, a déterminé... Mère,
était véritablement, elle avait enfanté un génie. Elle l'appelle Sidji, mon or. C'est l'abréviation de Sigismond qui est son vrai Bien prénom. évidemment. Il se fera appeler quand il est à la fac, ensuite quand il est étudiant, il se fait appeler Zygmunt, simplement pour se fondre dans la masse germanique. Hein. Voilà. Et un jour, elle va dans les rues, vous imaginez. Elle a à côté d'elle le petit prince du monde. Elle le regarde, elle a l'impression qu'il y a une auréole qui l'accompagne. Et une dame s'approche, légèrement voûtée. C'est une de ces voyantes qui tend la main. Mais elle ne veut même pas avoir ce geste qui paraîtrait pour elle véritablement plus qu'incongru. Elle a une sorte de révélation. Elle dit, Madame, vous avez enfanté un génie. Oh, alors elle court, elle va voir son mari. Jacob, Jacob, notre petit est appelé un brillant avenir. Il sera reconnu par tout le monde. C'est à peine caricatural, votre vision. Non, mais c'est vrai, parce que c'est cela. Et alors, c'est une maman juive, faut C'est pas vrai. l'oublier. Et alors, Jacob la regarde, il n'est pas surpris. Il dit, mais ce petit, dans son moindre doigt de pied, il y a toute mon intelligence. Mais en revanche, jamais il n'osera me contredire. Ça montre la fascination des parents pour cet enfant. Tout tourne autour de lui d'une certaine façon. Les 4 sœurs, elles sont dans une chambre. Elles sont presque à son étriquées. service, oui, complètement. Et puis lui, il a la chambre et il régente son monde. Déjà, c'est-à-dire qu'il va vérifier les lectures. Il n'est pas question de jouer du piano si monsieur se laisse aller à l'étude, car très tôt, il est dans la curiosité la plus générale. Mais il a surtout hérité sans doute de cette mère qui était ambitieuse pour deux et qui a fait ce qu'on pourrait appeler, n'est-ce pas, une projection. Il a hérité d'elle une ambition démesurée. Il veut être Napoléon, lui. Napoléon, Alexandre, Hannibal, au moins. Et alors, il y a aussi une scénette qui est intéressante. Un jour, il prend le train avec sa maman et vous avez des compartiments. Et maman, Freud, va se dévêtir et il aperçoit la nudité de sa maman. C'est quelque chose qui va le hanter. Alors, qui reparaîtra dans ses écrits. Bien évidemment. Et autre élément sur la sexualité, c'est qu'on a engagé, pour l'accompagner dans la jeunesse, quand maman ne peut pas faire attention à lui, on a engagé une nounou, une nourrice qui s'appelle Nina et qui veille sur lui. Elle est catholique, elle le traîne partout. Elle l'emmène dans les églises, tant et si bien qu'il se retrouve à fréquenter le Dieu des chrétiens, et il voit là une sorte d'ouverture, un Dieu qui échappe à la judéité. Et il y a un autre élément, c'est qu'au moment de prendre le bain, on est dans une sorte de pauvreté, c'est pas la rupture totale, mais on n'a pas vraiment les moyens. Extrême modestie, Voilà. en tout cas. Alors, on prend des bains, on fait chauffer l'eau, et c'est une sorte de lessiveuse. Et pour éviter trop d'efforts à la nounou, eh bien, elle utilise l'eau dans laquelle elle s'est baignée pour le petit Freud. Et là, quand on lit ses écrits, est-ce qu'il y a un rapport? Toujours est-il qu'à un moment donné, il évoque les caresses que les gouvernantes ont pour les tendres enfants. Et que c'est là une pratique qu'il faudrait peut-être condamner. Et c'est tellement important, et la nécessité qu'il a de le formuler laisse suggérer que ça l'a profondément marqué et qu'elle avait ces petites innocences, car il n'y a pas du tout la moindre perversité. Marc, ce qu'il faut peut-être rappeler, c'est que le contexte dans lequel tout cela s'inscrit, cette société bourgeoise du XIXe siècle, notamment dans la Vienne des Habsbourg, est une société très différente de la nôtre. On a des idées très étroites sur la vie, sur les choses, sur la morale et sur ce qu'on fait ou ne fait pas. Hein. Et sur la sexualité Et en donc sur la particulier. sexualité, oui. Il y a une obsession à cette époque, mais on la voit en France aussi, disons dans toute l'Europe, c'est l'onanisme. Les petites pratiques solitaires. La masturbation, oui. Voilà. Et à cette époque-là, ce qui est quand même complètement... On invente des objets de torture pour que filles et garçons n'aillent pas avoir la moindre relation avec leur propre intimité. Alors il y a des sortes de ceintures de chasteté. On fait en sorte que les jeunes filles ne puissent pas écarter les cuisses. C'est monstrueux, c'est obsessionnel. On cherche à chaque instant dans l'existence de l'enfant ce qui aurait pu le laisser aller à cette tentation légitime. Alors, c'est un aspect, la sexualité, que Freud a totalement libéré, en tout cas dans les consciences, là, et qui vous intéresse. Oui. Mais ça n'est pas le seul. Et ce qu'il faut peut-être que nous commencions par dire, c'est que cet homme-là se passionne très tôt, et j'allais dire bizarrement, pour la psychologie en général, alors qu'il était, comme nous l'avons dit, issu d'un milieu suffisamment modeste pour qu'a priori il ait choisi une discipline plus immédiatement efficace ou pratique. Il va se passionner pour ça, il va faire des études de neurologie, de biologie, neurologie, puis psychologie en fait. Il est insatiable. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il aurait peut-être choisi la voie médicale si elle avait été accessible
pour les finances de ses parents, mais ça coûte trop cher, il n'y a pas de finalité. Alors c'est formidable. Donc il va faire de la recherche. Il va faire de la recherche, il va faire de la recherche en zoologie, il va faire de la recherche en biologie, il va faire de la recherche en psychologie. Et c'est là que Breuer va l'aider et va lui conseiller d'aller rencontrer Charcot à la Salpêtrière. Et sans la rencontre avec Charcot, il est évident qu'il n'aurait sans doute pas eu cette révélation qui lui ouvre enfin les secrets du tréfonds. Car très tôt, il a cette intime conviction que nous ne sommes pas libres. Alors comment retrouver ou trouver cette prospérité qui permettra à tout à chacun d'être soi? C'est qu'il faut tuer le tyran qui germe en nous. Et quel est ce tyran? Ça va être tout son travail sur la psyché. Alors ça, c'était Freud en deçà du docteur. Nous allons maintenant voir le docteur au-delà de Freud. Europe 1 au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Et aujourd'hui, Franck Ferrand vous emmène au cœur de l'histoire de Freud, mais pas n'importe où, sur le Danube, à bord du MS Vivaldi. Quelle chance pour cette croisière Europe 1. Vous êtes aux côtés de Marc Menant que l'on retrouve tous les samedis à 19h sur la chaîne d'information CNews pour son émission Vent Positif, Franck. Et oui, nous sommes sur le Danube, chère Anissa. Quelle nous sommes chance. en public cet après-midi. Bonjour à tous. Et nous sommes en compagnie de Marc Menant, de toute une partie de l'équipe qui est venue de Paris. Vous entendrez tout à l'heure Lorena Martin, qui connaît le Danube comme sa poche, évidemment, et même mieux que cela. Ça lui vaut des bleus. N'est-ce pas? À l'âme seulement. Ah, bien évidemment. Et vous, cher Marc, vous allez nous parler de ce médecin. Alors, qu'est-ce qu'il est? Il est psychologue au début, il s'intéresse à l'hypnose et très vite aux rêves, surtout, de ses patientes notamment. Ah, oui, mais parce que il s'aperçoit que l'hystérique, lorsqu'elle s'exprime, qu'elle est dans ses extravagances, il y a des métaphores et que celles-ci, on peut les retrouver dans les rêves et que dans les manifestations qui sont les siennes, il y a parfois, lorsqu'on la laisse aller à l'état conscient dans les révélations de ce qui l'anime, il y a des traces des rêves. Alors il va avoir la démarche de s'interroger sur ce que se passe dans ces nuits. Mais il y a également un autre élément sur lequel il faut revenir, c'est l'utilisation des drogues, à savoir la cocaïne. Oui. Et il va tomber dans ce travers. Mais aujourd'hui, on voit ça forcément comme un fléau. C'est la loi de l'interdit. À cette époque, c'est l'opportunité de s'ouvrir à ce tréfonds. C'est-à-dire, puisque nous sommes conditionnés par lui, qu'il se refuse à nous, le fait d'utiliser une drogue, c'est de créer l'ouverture, de faire que la frontière tombe. Et soudain, l'éruption est possible. Alors, il va entrer dans l'abus de la coca. Il va la conseiller à tout le monde. Ça sera une de ses premières démarches. Pendant 5 ans, il est véritablement contraint à prendre ses doses au quotidien. Et c'est ce qui va faire de lui l'un des plus grands fumeurs qui soit, puisqu'après, il fumera 20 cigares par jour. Eh oui. Avec sans doute des effets quand délétères on sur regarde, sa santé. voilà, quand on voit la fin de sa vie, on peut dire qu'il y a une relation de cause à effet. Quand il est confronté à ce qu'il commence à comprendre, à subodorer et imaginer, c'est-à-dire à l'existence de cet inconscient très puissant, très autonome, très agissant et lié aux parties les moins dissibles de la nature humaine, je pense qu'à sa place, la plupart des chercheurs auraient fait demi-tour ou seraient prudemment restés au bord du gouffre. Lui, il plonge tête baissée. Est-ce que c'est la curiosité qui l'anime ou est-ce que c'est toujours cette volonté de se faire remarquer, de devenir le premier? Mais les deux. Les deux. Mais l'un ne va pas sans l'autre. C'est-à-dire que quand on prend le destin de tous ceux qui ont ouvert des voies, c'est parce qu'ils ont osé se mettre en rupture, qu'ils avaient la jouissance de cette rupture, qu'ils savaient les coups qu'ils allaient prendre, mais que vaille, ils devaient tenir. Et pourquoi ils devaient tenir? C'est qu'en dehors de tout, à la suite de cela, il y aurait le couronnement, ils entraient dans l'histoire, ils étaient dans la reconnaissance. L'espèce de récompense après la souffrance. Parce que le moins qu'on puisse dire est qu'il a été mal accueilli quand même. Hein. Bien évidemment. Et les jalousies, les cabales contre lui, ça a été un enfer pendant 15 ans. Hein, mais ça ne peut pas le toucher. Oh, ça le touchait un peu quand même. Non, mais il est inébranlable, il n'en reste pas moins. D'abord, il trouve toujours des complices qui l'accompagnent durant un certain temps et qui, par conséquent, le confortent dans la voie qu'il est en train d'ouvrir. Et alors là, il y a quelque chose qui est intéressant, à laquelle il n'a jamais cherché de réponse, puisqu'il n'a pas pu mener d'auto-analyse en tant que tel. Il s'est intéressé au dépouillage de ses rêves dans la seule intention de savoir s'il y avait un langage commun des rêves à tout et chacun, et quel pouvait être ce langage, est-ce qu'on pouvait le traduire et l'offrir aux uns et aux autres. Mais
lorsqu'il est dans cette façon de complicité avec une personne, en lien d'amitié, il y a une force de destruction qui l'anime. Aucune amitié ne se prolongera dans le cadre de Freud. Il dit « Je finis par transformer ceux qui me sont indispensables en nécessité d'ennemis ». Et il se fâche les uns après les autres avec ces personnages sans lesquels, puisqu'il y puise une force de quotidien pour faire front à ceux qui s'opposent, sans lesquels donc il aurait pu mener son chemin jusqu'au bout. Est-ce qu'il y a chez Freud la volonté d'être toujours en avant ? Est-ce que tous les concepts qu'il va créer ne sont pas précisément créés pour marquer son territoire, si je puis dire, par rapport à un certain nombre de ceux qui, l'accompagnant ou le contredisant, sont en même temps en train de défricher la psyché ? Je pense à Carl Jung, bien entendu. Alors avec Jung, la grande différence, je pense que dans un premier temps, pourquoi il s'intéresse à Jung ? Jung est un personnage d'une amplitude intellectuelle du niveau de Freud. Ils n'ont pas du tout la même culture. Freud plus spiritualiste, Jung, en fait. Oui, mais dans l'origine déjà, un est juif et l'autre est protestant, fils de pasteur. Il est donc ouvert et il ne renie pas cette force spirituelle Jung. Il va même plus loin, il s'ouvre à l'ésotérisme, il s'ouvre à tout ce qui pourrait se manigancer en dehors de la matérialité pure. Freud, lui, veut écarter l'homme d'une logique mécaniste dans la physiologie. En revanche, il y niche cette force des compulsions et des pulsions sexuelles. Et pour Jung, ça devient un peu trop obsessionnel. On ne peut pas parler uniquement que du sexe. L'un est dans la frustration qu'il s'est voté, puisqu'il est dans l'abstinence. Dans les 5 ans de fiançailles avec Martha, il n'y a pas la moindre relation sexuelle. Et lorsqu'ils ont engendré leurs 8 enfants... C'est un comble, quand même. Oui, il dit, à tout jamais, il n'y aura plus de relation sexuelle entre nous. Sublimation seulement. La sublimation. Alors que Jung, au contraire, c'est le polygame. C'est l'homme de tous les délires, de toutes les sensualités. Et ça va les séparer parce que l'un veut ouvrir la psyché à une sorte de densité jubilatoire et l'autre, bien que cherchant la libération de l'homme, c'est quand même une sensibilité, une psyché un peu punitive. Merci beaucoup, Marc. Je sais que vous auriez eu encore beaucoup à nous dire sur Freud. Je resterai dans la frustration, mais irai vers les sublimations. Pas mal pour vous, ça, finalement. Je trouve que c'est une bonne cure. Dans un instant, nous allons aller nous promener autour de ce navire, parce que pour tout vous dire, on est là, sur le Danube, entre le pont Liberté et le pont Erzsébet, le pont dédié à l'impératrice Élisabeth, l'impératrice Sissi, bien sûr, juste en face du grandiose établissement de bains Gellert, pas très loin du marché couvert, où nous sommes allés nous promener tout à l'heure. À tribord, Bouddha, à bâbord, Pest. Un beau programme. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. C'est depuis le Danube aujourd'hui que Franck Ferrand vous emmène au cœur de l'histoire de Freud. Alors d'habitude, on vous emmène toujours virtuellement là où l'histoire s'est faite. Et bien aujourd'hui, Franck Ferrand a la chance d'être sur place. Vous êtes à Budapest, Franck, à bord de ce bateau, le MS Vivaldi, des croisières d'exception pour cette croisière Europe 1. Oui, pourquoi est-ce qu'on surnomme Budapest la perle du Danube ? Il suffit de venir pour s'en rendre compte. On s'est promené ce matin au milieu de ces rues qui ont été d'ailleurs incroyablement préservées. Ça, c'est le paradoxe de ces anciennes dictatures communistes, c'est que, évidemment, les banlieues sont souvent monstrueuses, mais les centres-villes ont été incroyablement préservés, relativement épargnés par cette architecture contemporaine qui, dans d'autres capitales, sous d'autres latitudes, ont pu parfois faire des ravages. Vous savez qu'un certain nombre des sites de cette cité de Budapest, donc qui est constituée de la fusion de Bouddha et de Pest, un certain nombre de sites sont inscrits évidemment au célèbre et indépassable et incontournable patrimoine mondial de l'UNESCO. Alors, le quartier le plus connu, le plus touristique, c'est celui de la colline du Château, où se trouve le musée des Beaux-Arts, plusieurs musées d'ailleurs, des places, des bâtiments religieux, des restaurants. Il y a là une atmosphère assez étrange qui n'est pas sans rappeler celle de Prague, si vous voulez. Il y a cette atmosphère du XVIIIe siècle, tout simplement, avec de très beaux points de vue sur la ville, surtout la nuit, lorsqu'elle est illuminée. Et je vous assure que lorsque nous sommes passés pour la première fois à Budapest, c'était pas hier soir, avant-hier soir, et que nous avions, alors ça c'était pour les
c'était pour les passagers de bâbord, mais que nous avions le Parlement de Budapest illuminé là sous nos yeux, c'était un moment tout simplement inoubliable. Le château de Buda abrite la Galerie nationale hongroise et le fameux musée historique. Tout ça un peu ravagé dans les années dont je parlais quand même. On pourrait imaginer des aménagements plus harmonieux. L'église Matthias, qu'on appelle Notre-Dame de l'Assomption, est un des symboles non seulement de la ville, mais du pays. C'est un lieu très important pour le culte catholique. On l'entendait tout à l'heure, on entendait en tout cas résonner les cloches de son beffroi. On la remarque avec cette espèce justement de clocher tout blanc, ces tuiles vernissées. Et l'intérieur, avec ses couleurs chaudes, est particulièrement étonnant. Elle a changé, cette église, au fil du temps. Ça aussi, c'est un témoignage de l'histoire mouvementée de la Hongrie. C'est ici, c'est dans cette église qu'a lieu en 1867 le célèbre couronnement de François-Joseph en tant que roi de Hongrie, de François-Joseph et de Sissi. Et si je dis que l'église est célèbre et que l'événement ne l'est pas moins, c'est parce qu'évidemment, le cinéma, je crois que c'est Sissi face à son destin, le cinéma a immortalisé cet événement. Il y a également, il faudrait parler de la basilique Saint-Étienne de Pest, il faudrait parler de la grande synagogue, qui est la synagogue de Donai Ucca. Ça, c'est absolument incroyable. C'est tout simplement la plus grande synagogue du monde, œuvre de l'architecte Ludwig Förster, qui était autrichien, avec une espèce d'influence mélangée de style néo-byzantin, mauresque, etc., avec des minarets à bulbes magnifiques, avec un musée juif tout à fait spectaculaire. Le pont des Chênes, bien entendu, fameux pont suspendu sur le Danube. Il a été construit au tout début enfin, même pas au tout début, il a été construit, soyons honnêtes, avant le règne de François-Joseph, puisqu'il est construit entre 1839 et 49, et c'est lui qui, le premier, a relié Pest et Buda. Évidemment, c'est un peu l'emblème de la ville. Et quand vous circulez sur le Danube, bien entendu, c'est à lui que vous vous repérez, avec ces lions imposants qui sont sculptés dans la pierre de part et d'autre du pont. On dit que leur sculpteur se serait donné la mort parce qu'il avait oublié de leur faire des langues à ces lions. En fait, il n'a pas oublié la langue du tout. Si vous regardez de très près, vous la voyez, la langue. Mais le problème, c'est qu'il faut regarder de très près. Évidemment, pour des sculptures monumentales, c'est peut-être pas l'idéal. Et puis alors, il faudrait parler bien sûr de la ville de Buda elle-même, avec toutes ces façades dont on ne peut pas dire qu'elles soient très directement Art Nouveau, comme celles que l'on peut admirer dans la capitale toute proche, dans Vienne. Il y a ici un style particulier qui est ce style magyar qui vient ajouter je ne sais quoi de légèrement oriental et d'en tout cas byzantin à l'harmonie générale de ces façades qui font comme une sorte de gigantesque rideau de pierre et d'ornements, avec des ornements métalliques notamment, vous savez, des appuis de fenêtres qui sont parmi les plus beaux qu'on puisse voir en Europe. Tout ça est magnifique. Dites-vous que l'avenue Andrassy, du nom du grand personnage, mesure quasiment 2,5 km. Elle part du centre-ville. Elle a été bâtie dans le dernier quart du 19e siècle, celui de Freud et celui dont nous parlions justement. Et là, vous trouvez sur cette avenue un certain nombre de grands monuments. D'abord les grands hôtels, ce qui n'est pas négligeable, et puis l'Opéra national hongrois, le musée Franz Liszt, la maison de la terreur. Alors qu'est-ce que c'est que cette maison de la terreur ? C'est un petit peu l'ombre au tableau, mais il fallait qu'elle soit là, cette maison de la terreur, car elle rappelle toutes les souffrances qu'a endurées la Hongrie au XXe siècle. C'est un musée des dictatures du XXe siècle, hélas. Au cœur de l'histoire sur Europe 1. Et voici notre Lorena Martin sous vos applaudissements. Ça, c'est une entrée. C'est nettement plus impressionnant qu'à Paris, forcément. Alors, vous allez nous parler de ce qu'on a tout de suite à l'esprit lorsqu'on évoque Budapest. Qui dit Budapest dit évidemment les bains. Ils sont là, juste sous nos yeux. Tout à fait, juste à côté. Budapest est réputée pour ses sources thermales et ses bains turcs. C'est vraiment la ville des bains, c'est vraiment la ville balnéaire depuis 1934. Elle est très riche en sources chaudes, cette ville. Ces bains, très, très vieux. Ces bains sont construits en fait au XVIe siècle par les Turcs qui ont occupé la Hongrie et pendant plus d'un siècle. Ils vont utiliser des sources dont certaines ont été utilisées dès l'époque romaine. Dès l'époque romaine, exactement. Et les Ottomans, en fait, ont construit à Budapest plusieurs bains dont certains sont toujours en activité aujourd'hui. C'est le cas de Rudas, de Király. Et ces bains font vraiment partie de la vie quotidienne des Budapestois. On y vient pour soigner ses maladies, passer un moment, discuter, soulager ses douleurs, jouer aux échecs, même puisque dans certains bains, on peut jouer aux échecs en plein air. Vous voulez que je casse un mythe ? Les gens se disent, mais comment elle prononce bien le hongrois ? C'est incroyable, elle doit avoir de la famille hongroise. Non, en fait, elle a eu un cours avec le chauffeur de taxi ce matin.
Ah, mais il ça faut bien- s'appelle du professionnalisme. Exactement, Bon. jusqu'au bout. Alors, ces bains culminent, si je puis dire, dans un véritable temple, les établissements Gellert. Voilà, les Gellert, c'est les bains, on va dire, sans doute les plus beaux de Budapest. Ils sont très élégants. Il y a un bâtiment qui est classé monument historique et il fait partie en fait de l'hôtel Gellert. Et c'est un style art nouveau ou sécession dont vous avez parlé. La piscine couverte se situe sous une grande coupole de métal et de verre. Vous avez des colonnes torsadées et décorées avec des motifs floraux qui soutiennent une mezzanine promenoir. C'est absolument fabuleux. Il y a une piscine extérieure aussi avec des vagues Oui, artificielles. c'est-à-dire que maintenant, c'est en train de se transformer. Moi, c'est ce que je Un peu en reprocherais un spa. peu à Gellert, c'est que c'est en train de devenir un spa à animation un peu. petit Mais peu. bon, voilà, en même Un temps, on petit vit peu. avec son Mais temps. on y va qu'est-ce quand que même je- encore pour se soigner des rhumatismes. Bien sûr. Donc c'est quand même... Pour ceux qui ont des rhumatismes, évidemment. Alors, il y a d'autres bains, il n'y a pas que ça. Oui, évidemment. j'ai mis aussi de côté les Essetcheni, qui est le plus grand complexe thermal d'Europe et sans doute les bains les plus populaires de la ville. Il se trouve à Pest, dans le parc de Városliget. Et c'est les bâtiments qui ont été construits au début du XXe siècle, dans un style belle époque, avec des bâtiments jaunes à arcades et colonnades, encore une fois. Alors en fait, Laurent Delpech qui vous accompagne me demandait tout à l'heure où il fallait aller goûter de la pâtisserie hongroise. Ça, c'est pas au bain. Bien. Quoi qu'il y ait un bon salon de thé chez Il y a Gellert, un d'ailleurs. un Mais bon salon de thé. la grande pâtisserie. C'est quand même Gerbeaud. Ah oui. Gerbeaud, puisque quand on parle de pâtisserie, c'est ce salon de thé qui est certes touristique, mais qui est quand même très agréable de s'y promener, de faire une pause. C'est l'un des cafés les plus anciens de Budapest. Il est ouvert depuis le milieu du 19e siècle, en 1858, par Henrik Kugler. C'est la troisième génération en fait d'une dynastie de confiseurs. Et il a rencontré le Suisse Émile Gerbeaud en France en 1882 et l'a invité à Budapest 2 ans plus tard pour qu'il devienne son associé. Et peu à peu, en fait, il va racheter les établissements d'Henrik Kugler et lui donner son nom. Donc aujourd'hui, ça s'appelle donc Gerbeaud. Et depuis 1870, il se trouve sur la place Vörösmarty, en plein cœur de la ville, dans le quartier Belváros. C'est le plus touristique de Budapest et c'est encore un décor d'origine qui a été préservé avec des ornements en bois exotiques, des bronzes, des marbres. Et il a été fréquenté par de très nombreuses personnalités, des poètes, des artistes, des intellectuels. C'était vraiment le rendez-vous des mondains au XXe siècle. Il y a donc des spécialités hongroises dont vous ne nous avez même pas encore parlé, mais on les gardera pour une autre fois peut-être. Peut-être, mais il faut quand même goûter la tarte Esterházy et le gâteau Gerbeaud. Le Ils gâteau sont Gerbeaud, donc chez Ouais, Gerbeaud. Chez Gerbeaud, exactement. C'est une génoise avec des noix et de la confiture, le tout surmonté de chocolat. Eh bien, si après tout ça, vous ne repartez pas pour Paris avec dans vos bagages quelques bons paquets de gâteaux Gerbeaud, c'est que ces gens-là n'y connaissent rien. Merci beaucoup, Lorena Martin. Merci à tous de nous avoir accompagnés cet après-midi en direct. Merci à David Vigery et Olivier Duval qui ont été nos artistes de la technique. Merci à Christophe Dard qui est venu et qui m'a permis de vous raconter Freud. Merci à Laurent Delpech, grâce auquel cette émission a lieu, et à Julia Chevreton qui est à l'origine même de la croisière. Je voudrais en profiter pour saluer Frédéric et Jean-Charles qui sont nos animateurs sur cette croisière et qui ont fait la couleur particulière de cette croisière Europe 1 au cœur de l'histoire. Et comme on dit, à vous Paris, à vous les studios. Au cœur de l'histoire sur Europe 1.